Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 2 avril et il est 8h30 et vous écoutez la matinale sur EDJ-FM. Au programme ce matin, la colère des transporteurs et des agriculteurs face à l'envolée des prix des carburants. On plonge ensuite dans les coulisses du procès à Tanor, un dossier tentaculaire entre services secrets et loges maçonniques. On reviendra aussi sur cette tentative d'attentat déjoué à Paris et ces nouveaux réseaux qui recrutent désormais sur Snapchat. Et puis en sport, le séisme italien, la Squadra Azzurra est une nouvelle fois privée de Coupe du Monde. Mais avant tout ça, place au Flash Info. Dans l'actualité, ce jeudi, un incendie a provoqué l'évacuation d'un internat à Lyon hier soir. Environ 150 élèves ont été sortis en urgence de l'établissement privé des Chartreux, dans le quartier de la Croix-Rousse. Le feu s'est déclaré vers 21h et d'importants moyens ont été déployés. Dans la nuit, l'incendie était circonscrit, mais pas encore totalement maîtrisé, selon les autorités. Emmanuel Macron a été reçu à Tokyo par l'empereur Naruhito. Le président français a été accueilli avec son épouse au Palais impérial au dernier jour de sa visite au Japon. Ce déplacement vise à renforcer les liens diplomatiques et économiques entre les deux pays. Emmanuel Macron doit ensuite se rendre en Corée du Sud pour rencontrer le président Lee Jae-myung. Donald Trump a pris la parole pour défendre l'opération militaire contre l'Iran. Dans une allocution d'une vingtaine de minutes, il a estimé que les objectifs stratégiques étaient proches d'être atteints. Le président américain a aussi averti que les frappes allaient se poursuivre extrêmement durement pendant encore 2 à 3 semaines. L'armée israélienne affirme avoir intercepté une nouvelle attaque de missiles iraniens. Il s'agit de la 4e en l'espace de 6 heures selon un communiqué. Des sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs zones du nord d'Israël. Aucune victime n'est signalée à ce stade d'après les secours. Les 4 astronautes de la mission Artemis 2 de la NASA se sont envolés vers la Lune. Ils effectueront un aller-retour de 10 jours autour de notre satellite. Cette mission constitue une étape clé avant un retour humain sur le sol lunaire prévu en 2028. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Vous êtes toujours sur EDJ-FM et on ouvre à présent notre séquence info avec l'actualité de la semaine. La colère gronde encore chez les agriculteurs, mais aussi chez les transporteurs, chez les pêcheurs. Un mois après le début de la guerre en Iran, ces métiers essentiels tirent tous la sonnette d'alarme face à la hausse des prix des carburants. Chiara Mariani. Et pour cause, ces professionnels très dépendants du prix des carburants sont à bout de souffle. La guerre en Iran a entraîné une hausse extravagante du prix de l'essence. Le baril de Brent coûte aujourd'hui presque $108, le litre de gazole environ 2,40 €. Face à ces hausses considérables, les professions fragilisées ont appelé l'État à l'aide. Le gouvernement avait répondu en mars en repoussant leurs échéances fiscales. Report du paiement de leurs cotisations sociales, proposition de prêts de trésorerie. Autant de mesures jugées insuffisantes et qui ne représentaient pas vraiment une aide directe selon les professionnels. Peut-on vraiment parler d'aide ou d'aménagement de la fiscalité ? Oui, il s'agit plutôt de coups de pouce provisoires, n'annullant pas le paiement de ces charges in fine. Or, c'est ce qu'attendaient les professionnels. Et face à leur remontrance, le message a plus ou moins fini par passer auprès du gouvernement. Vendredi 27 mars, un paquet de mesures d'aide directe à la pompe a été annoncé par le gouvernement. 70 millions d'euros ont donc été débloqués pour soutenir les secteurs les plus affectés par la hausse des prix de l'énergie. 50 millions pour les transporteurs, 5 millions pour les pêcheurs, 14 millions pour les agriculteurs. Concrètement, cela représente une aide de 20 centimes par litre pour l'achat de gazole et gazole marin, et cela équivaut à une baisse de 4 centimes par litre pour le gazole non routier, puisque le gouvernement ne le taxera pas au mois d'avril. Ces professionnels en difficulté ont encore montré leur désaccord vis-à-vis des nouvelles propositions du gouvernement. Oui, ce paquet de mesures est encore jugé trop léger par les professions concernées. Les enjeux sont trop importants pour eux. En fait, il ne s'agit plus de rester compétitif, mais bien de pouvoir se maintenir en continuant à travailler sans perte. Aussi, une opération escargot a eu lieu sur le périphérique parisien lundi 30 mars pour demander une aide plus conséquente. Et les professionnels des transports ont donc de nouveau exprimé leur frustration alors que leurs voisins européens sont davantage aidés. Et qu'est-ce qui a été proposé par les autres gouvernements européens justement ? L'Italie, par exemple, a mis en place des mesures réduisant de 25 centimes par litre le prix des carburants pendant 20 jours, à compter du 19 mars. L'Espagne, elle, a assoupli sa fiscalité sur les carburants pour permettre aux entreprises nationales de rester compétitives. Les professionnels français en veulent notamment à la TVA, une taxe restée intacte et appliquée sur le prix des carburants à hauteur de 20%. Concrètement, cela signifie que plus les prix augmentent, plus l'État encaisse de l'argent, un argent qui n'est pas réinjecté directement pour aider les professionnels avec la hausse des prix à la pompe. Et quelles sont les prochaines échéances ? Avant de répondre aux revendications, l'objectif du gouvernement reste la sortie de crise, qui permettrait donc de revenir à la normale au plus tôt. Pendant ce temps, le conflit au Moyen-Orient s'enlise. Les États-Unis ont, eux, annoncé retirer leurs troupes d'ici 2 à 3 semaines, pendant lesquelles les frappes devraient d'ailleurs s'intensifier et semblent vouloir laisser les pays du Golfe prendre le détroit d'Ormuz sans l'aide américaine.
Et quelles répercussions cela peut-il avoir sur le plan économique et politique pour nous, la France ? Alors, sur le plan économique, l'inflation par les coûts. Due à la hausse des matières premières, celle-ci a déjà commencé. On a noté un rebond de plus 1,7% fin mars. Et une question se pose. Si la France avait davantage aidé, et immédiatement, est-ce que l'inflation généralisée aurait pu être endiguée ? En tout cas, le laps de temps entre le début de la guerre et la répercussion de ce conflit sur les Français est un indice de l'épaisseur du matelas économique dont dispose la France pour protéger sa population face aux crises. Sur le plan politique, le constat frustrant fait par les professionnels en difficulté peut achever d'en convaincre certains de se tourner vers les extrêmes à l'aube des prochaines élections présidentielles. Les partis populistes ont déjà pour programme une baisse significative des taxes et des impôts, comme la TVA, et en 2027, ils pourront à coup sûr capitaliser sur le sentiment d'abandon éprouvé par les professionnels en difficulté face à la hausse du prix des carburants et donc accumuler des votes en leur faveur. Merci Chiara. Donc c'est une situation qui n'a pas fini de susciter polémique auprès des professions fragilisées, ni des Français dans leur ensemble. Un procès hors norme s'est ouvert lundi à Paris. 22 personnes sont jugées dans une affaire tentaculaire mêlant franc-maçonnerie, anciens membres des services de renseignement et soupçons de crime organisé. Au cœur du dossier, la loge Athanor, dissoute en 2021. Décryptage avec vous, Thomas Noël. Absolument tout part d'une scène banale, ou presque. Le 24 juillet 2020, à Créteil, un père de famille remarque une voiture suspecte près d'une crèche. À l'intérieur, 2 hommes cagoulés et gantés. Il appelle tout de suite la police. 5 minutes plus tard, les forces de l'ordre interviennent. Dans le véhicule, une arme, un dispositif pour la dissimuler et du matériel de surveillance. Les 2 hommes expliquent alors être en mission pour le service secret français. Ils pensaient viser une agente du Mossad. Le problème, leur cible est en réalité une chef d'entreprise totalement étrangère à toute activité d'espionnage. Mais comment une telle confusion est-elle possible ? Parce que ce n'en est pas une, Léa. Les enquêteurs découvrent un système de manipulation en cascade derrière ces exécutants, un 3e homme, Daniel Beaulieu, ancien du renseignement intérieur et reconverti dans la sécurité privée. Selon l'enquête, il fait croire à ses recrues qu'elles participent à des opérations secrètes pour l'État. En réalité, il agit pour le compte d'un réseau structuré autour d'une loge maçonnique, Athanor, pourtant dissoute en 2021. À ses côtés, un autre acteur chef et clé, Frédéric Vaglio. L'entrepreneur est soupçonné d'être l'intermédiaire entre les commanditaires et les exécutants. Nous avons donc affaire à un réseau criminel organisé, digne des plus grands films d'espionnage. Oui, mais bien vrai. Les faits qui leur sont reprochés sont d'ailleurs très nombreux. Les enquêteurs recensent des dizaines de délits et plusieurs crimes, agressions, incendies, intimidations et jusqu'à un assassinat. En novembre 2018, le pilote automobile Laurent Pasquali est tué sur fond de dette financière. Un couple qui aurait donné une somme conséquente à Athanor pour le supprimer. Une mission commanditée selon les éléments du dossier. Et cet entrepreneur dans tout ça ? Marie-Hélène Digny, de son vrai nom, avait un ennemi, Jean-Luc Bagur, qui fait partie de cette loge et considère cette coach entrepreneuriale comme une concurrente. Il aurait payé plus de 70 000 € hors taxe à ce Frédéric Vaglio pour la voir disparaître. Au total, ce sont 22 personnes qui comparaissaient lundi. Parmi elles, on retrouve des militaires, un ancien policier du renseignement et des chefs d'entreprise. 13 des accusés en cours jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Certains défendent la manipulation, quand d'autres contestent toute implication. Au-delà des faits, c'est le fonctionnement même de cette organisation qui va être examiné tout au long du procès. Les enquêteurs parlent d'un système fondé sur l'emprise, où chacun aurait pu être à la fois acteur et manipulé. Reste aussi une question centrale: qui donnait réellement les ordres? Un procès hors norme donc, qui doit durer plus de 3 mois à Paris jusqu'à la mi-juillet. Une tentative d'attentat déjouée ce week-end en plein cœur de Paris. La cible, le siège de la Bank of America rue de la Boétie. Un dossier qui inquiète au plus haut sommet de l'État. Léa Canet, les profils interpellés déconcertent les enquêteurs? On est loin des réseaux terroristes classiques. Samedi, 3h30 du matin, un mineur de 17 ans est interpellé devant l'établissement. Il s'apprêtait à mettre à feu un engin incendiaire artisanal, un bidon de 5 litres de liquide inflammable couplé à un artifice. Ce que révèle l'enquête de la DGSI est inédit. Le suspect n'est pas un idéologue, mais un délinquant de droit commun recruté sur Snapchat. Son contrat, 600 € pour déclencher l'explosion sous l'objectif d'un complice chargé de filmer l'attaque pour attester de sa réussite. Une exécution amateur, mais pour le compte d'une puissance étrangère. C'est la conviction en tout cas du ministère de l'Intérieur. Laurent
Christopher Núñez évoque une suspicion importante de lien avec l'Iran. En ligne de mire, le mouvement islamique des croyants vertueux, un groupe inféodé à Téhéran qui avait menacé l'agence bancaire quelques jours plus tôt. Le mode opératoire est systématique. Depuis le 9 mars, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni font face à cette même stratégie, l'utilisation de proxy, des exécutants locaux sans lien idéologique, utilisés pour déstabiliser le sol européen tout en garantissant l'anonymat des commanditaires. Face à ce terrorisme low cost, nos services sont-ils armés ? C'est tout l'enjeu. Le recrutement via messagerie cryptée rend le traçage quasi impossible pour la DGSI. Pour cette affaire, le renseignement français a bénéficié d'une alerte décisive d'un service partenaire étranger. Sans cette coopération, le dispositif de sécurité n'aurait pas pu être déployé à temps rue de la Boétie. La priorité est désormais d'identifier les têtes de pont qui, depuis l'étranger, pilotent ces mercenaires de quartier. 4 suspects ont depuis été écroués. Il s'agit d'un jeune majeur et de 3 adolescents. En football, la malédiction de l'Italie continue. Mardi, à l'occasion de la finale du barrage d'accession à la Coupe du Monde aux États-Unis cet été, la squadra azzurra s'est inclinée au tir au but face à la Bosnie-Herzégovine. L'histoire se répète et les erreurs se succèdent. Daniel Kolchanov. Joueurs à terre, tête baissée et des joues baignées de larmes, un énième fiasco pour les Italiens qui ne verront pas le mondial pour la 3e fois d'affilée. Après 2018, 2022 et maintenant 2026, 12 ans que la sélection italienne n'aura pas pu sentir l'odeur d'une qualification, à chaque fois en barrage, d'abord contre la Suède, puis la Macédoine du Nord et aujourd'hui contre la Bosnie. Et une certaine peur de ne pas se qualifier s'était alors installée avant chacun de ces matchs. Et jouer avec la peur, ce n'est jamais bon. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nos voisins ? Comment est-ce qu'on peut expliquer tous ces échecs en foot alors que ça va plutôt bien dans les autres sports ? En Formule 1 et en MotoGP, Kimi Antonelli et Marco Bezzecchi sont premiers de leurs championnats respectifs. Yannick Sinner, longtemps numéro 1 mondial, est aujourd'hui un solide numéro 2 en tennis. Un record historique de 30 médailles glanées, dont 11 en or au JO de Milan-Cortina, ou encore l'ascension de la sélection italienne de rugby. Le football est l'exception qui confirme la règle. D'un point de vue français, la Coupe du Monde 2006 a peut-être été le prix à payer pour les Italiens, mais les raisons de ce fiasco sont bien plus profondes que ça. Après une piteuse élimination en 8e de finale de l'Euro 2024 contre la Suisse, le sélectionneur de l'Italie Luciano Spalletti avait été viré et remplacé par Gennaro Gattuso, pas le plus fin tacticien mais venu avec une mission claire, qualifier la squadra azzurra à la Coupe du Monde 2026, même s'il faut sacrifier le jeu au profit du résultat. Réputé comme étant un coach rude et pas forcément innovant, le vainqueur du trophée en 2006 en tant que joueur ne peut que constater l'échec de son mandat, vivement critiqué par l'Italie tout entière après l'élimination mardi. Mais ce n'est pas l'entraîneur qui court et marque sur la pelouse, la vérité est toujours celle du terrain, Daniel. C'est vrai que le carton rouge très évitable de Bastoni n'a pas aidé, mais le problème est bien plus profond. On a vu au cours des dernières années la décadence en termes de qualité et de talent des joueurs qui composaient la sélection jusqu'à aujourd'hui. Et on pointe surtout un manque d'attaquants. Les titulaires que sont Moïse Kean qui joue la 15e place dans le championnat italien et Matteo Retegui qui joue dans un club moyen en Arabie Saoudite composent la ligne offensive. Ce genre de joueurs ne peuvent pas porter le poids de ce maillot et de tout un pays. Mais le mal trouve ses racines plus loin. En Italie, c'est tout le système du football qui est remis en question, et ce depuis plus d'une décennie, mais rien ne bouge. Avec ses 69% de joueurs étrangers, le championnat local ne laisse pas de place aux jeunes Italiens. Ça veut dire que le réservoir dans lequel pioche le sélectionneur se réduit chaque année, et les nouvelles générations commencent leur carrière pro relativement tard, comme celle de Pio Exposito, jeune pépite de l'Inter Milan, à 20 ans. Contrairement à la France, où il n'est plus rare de voir des jeunes de 16 ou 17 ans faire leur début en Ligue 1. C'est donc sur la formation des joueurs et sur la manière d'enfin faire éclore de nouvelles pépites que le débat se portera dans les prochains jours. Il faudrait une vraie politique fédérale pour relancer la détection et la formation, un changement radical de mentalité pour donner aux jeunes joueurs l'occasion de faire leurs dents au plus haut niveau. Le président de la fédération italienne, Gabriele Gravina, nommé en 2018 après le fiasco suédois, aurait convoqué un conseil fédéral qui tirera ses conclusions, peut-être pour poser sa démission. En tout cas, Gianluigi Buffon, chef de délégation et légende de la sélection, a toujours dit qu'il partirait en cas d'échec, comme l'a aussi répété le sélectionneur Gennaro Gattuso. L'Irak, quant à elle, s'est qualifiée pour la Coupe du Monde aux dépens de la Bolivie et vient compléter le groupe de la France, du Sénégal et de la Norvège. Tous les groupes de la phase finale sont donc officiellement au complet. Rendez-vous donc le 11 juin prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Merci aux chroniqueurs pour leur regard sur l'actualité de la semaine. Dans un instant, ils partageront leur coup de cœur du moment, mais juste avant, on écoute le groupe australien 5 Seconds of Summer et son titre Everyone's a Star sur EDJ-FM. C'était 5 Seconds of Summer sur EDJ-FM et on enchaîne tout de suite avec les cartes blanches. Les chroniqueurs vous partagent leur coup de cœur ou leur rendez-vous manqué du moment, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, une initiative locale, bref, ce qui les a marqués cette semaine. Et on commence avec ce retour justement que toute l'industrie musicale attendait. Après 4 ans de silence et un passage obligé par la case service militaire, les 7 membres de BTS sont enfin réunis. Leur nouvel album Arirang affole déjà les compteurs et confirme que les princes de la pop formés en 2013 n'ont rien perdu de leur superbe. Alors simple effet de mode ou domination durable, Yana Primovici, vous avez suivi ce comeback planétaire. Le rendez-vous était gravé dans l'agenda des millions de fans. Le 21 mars, Séoul s'est transformé en capitale de la pop mondiale. Pour leur retrouvailles, les membres du BTS n'ont pas fait les choses à moitié. Un concert géant diffusé en direct sur Netflix pour montrer au monde que le groupe est plus soudé que jamais. Mais au-delà des retrouvailles, il y a la réalité des chiffres et ils sont vertigineux. À peine sorti, l'album Arirang s'est imposé en tête des ventes au Royaume-Uni et aux États-Unis. Avec leur nouveau single Swim, le groupe décroche son premier numéro 1 à Billboard Hot 100. Pour vous donner une idée de l'exploit, il faut remonter à Bee Gees dans les années 70 pour retrouver un groupe capable d'enchaîner autant de tubes au sommet en si peu de temps. Alors quelle est la recette de ce succès intact ? C'est sans doute ce mélange de pop alternative et de sincérité. Sous la direction de leur producteur historique Bang Si-yoon, le groupe livre avec cet album une réflexion sur leur identité et les épreuves traversées ces dernières années. Le titre phare Swim, coécrit par le leader RM, est un hymne à la résilience. C'est une chanson qui parle de ne pas couler face aux défis de la vie. Une thématique qui résonne fort chez l'ARMY, leur communauté de fans. Car c'est là que BTS fait la différence, Yana. Ce n'est pas qu'un boys band qui danse, c'est une voix pour toute génération. En abordant frontalement la santé mentale et la pression sociale, ils ont créé un lien qui dépasse la musique. Ce retour prouve une chose, même après 2 ans sous le drapeau, BTS reste le porte-parole d'une jeunesse mondiale qui a plus que jamais besoin de leur message. Merci Yana. Prochaine étape pour le groupe, une tournée mondiale qui s'annonce déjà comme la plus lucrative de l'histoire de la K-pop. Le raz-de-marée ne fait que commencer. Un film très attendu en ce début d'année, The Drama, n'est pas tout à fait la comédie romantique qu'il pourrait laisser penser. Derrière cette histoire d'amour assez classique, le film va rapidement glisser vers quelque chose de beaucoup plus psychologiquement sombre. Thomas Noël. Alors au départ, tout semblait réuni pour une romance parfaite, un couple amoureux avec un mariage en préparation et une succession de souvenirs heureux défilent à l'écran, construisant cette relation presque idéalisée. Mais cette mécanique bien huilée va progressivement se fissurer lors d'un dîner entre amis. Une révélation vient tout faire basculer et à partir de là, le film change de registre drastiquement. Le doute s'installe confortablement face à des certitudes qui s'effondrent, la relation sera bien mise à l'épreuve. Et qu'est-ce qui fait donc la force de ce nouveau film de Christopher Borgli ? Son duo principal, Zendaya et Robert Pattinson, au-delà d'être extrêmement photogéniques tous les deux, fonctionnent aussi très bien ensemble dans l'acting. Leur alchimie porte clairement le film, même dans ses moments les plus excessifs. Et puis surtout, The Drama est très divertissant. Il joue constamment avec cet humour noir assez grinçant que beaucoup apprécieront, installant ce malaise social autour des relations amoureuses, amicales et familiales qui se délitent. Mais comme d'habitude avec vous, Thomas, tout n'est pas parfait. Et non, notamment côté scénario, ça peine. L'idée est efficace, certes, mais reste assez simple et prévisible pour les cinéphiles. Dans sa dernière partie, le film a tendance même à se répéter, quitte à pousser certaines situations à l'excès, ce qui pourrait donner une impression de surenchère un peu inutile. Qu'est-ce qu'il raconte au fond ? The Drama pose une question assez simple. Que sait-on vraiment de la personne avec qui l'on partage sa vie et veut-on vraiment le savoir ? Au-delà, est-il vraiment nécessaire ? Surtout quand on voit comment, une fois la vérité éclatée, tout l'équilibre d'une relation, voire même d'une vie, se bouleverse. Plutôt que d'y répondre frontalement, le film préfère explorer ce doute. On ressort du film avec cette réflexion en tête, sur fond d'une histoire d'amour idéalisée dont les bases, elles, sont beaucoup plus instables. Un film imparfait mais porté par un duo d'acteurs sublimes, vous l'aurez compris, tout comme solide, dont l'efficacité mélange humour et malaise. The Drama est sorti hier et c'est dans toutes les salles.
C'est un livre qui rend fou, un livre-jeu, un labyrinthe de papier où la frontière entre la fiction et la réalité est si mince qu'on finit par douter de tout, même de l'auteur. Ce matin, Léa Canet, vous nous emmenez dans les coulisses du thriller le plus cérébral de Franck Tillier, le manuscrit inachevé. Alors accrochez-vous, car vous n'allez pas seulement lire une histoire, vous allez mener l'enquête. Ce matin, je vais vous parler d'un livre qui m'a littéralement retourné le cerveau. Le manuscrit inachevé, enfin, pas tout à fait, parce que dès les premières pages, le pacte est rompu. On vous explique que ce roman n'est pas de Tillier, mais d'un auteur fictif, Caleb Traskman, mort avant d'avoir pu écrire le mot « fin ». Sauf que son fils l'affirme, cette fin existe, elle est là, tapie dans l'ombre du texte. Si vous êtes attentif, vous pouvez la trouver. Dès cet instant, vous n'êtes plus lecteur, vous devenez profiler. Mais concrètement, de quoi ça parle ? C'est une enquête classique ? Pas du tout, et c'est là que ça devient vertigineux. On suit 2 fils rouges, une mère brisée par la disparition de sa fille et un flic face à un cadavre sans visage. Mais l'histoire est une poupée russe, c'est un roman dans un roman qui contient lui-même les germes d'une autre intrigue. Tout s'imbrique, tout se répond, tout se reflète. Tillier sème des indices partout, des détails étranges, des bizarreries typographiques, des coïncidences trop belles pour être vraies. On note, on surligne et on traque la moindre anomalie. Et on finit par trouver la solution ou on s'y perd ? C'est le piège. Tillier utilise ce que les illusionnistes appellent la misdirection. Il attire votre regard sur la main gauche, le sang, l'enquête, la noirceur, pour vous empêcher de voir ce que fait la main droite. Il vous fait croire que c'est d'une complexité folle alors que la clé est sous vos yeux depuis la toute première page. Tout tourne autour d'une idée fixe, le double. Les identités se dédoublent, les noms s'inversent. C'est un duel psychologique entre l'auteur et vous, et je vous préviens, il a toujours 3 coups d'avance. En résumé, le manuscrit inachevé, c'est une expérience immersive unique. On en ressort avec une envie furieuse de le recommencer pour comprendre comment on a pu être aussi aveugle. C'est disponible chez Fleuve Noir ou chez Pocket. Et un conseil, gardez une lampe de poche et un café serré, vous n'allez pas dormir beaucoup. Comme chaque jeudi, on fait le point sur les principaux rendez-vous culturels à venir à Nice et dans la région. On commence vendredi 3 avril à 18h à la bibliothèque Louis Nucera avec Première Scène, un rendez-vous ouvert aux artistes en devenir, musique, humour, théâtre. Chacun peut venir tenter son premier quart d'heure de gloire face au public. Samedi 4 avril, dès 8h et jusqu'à 16h, direction le centre Animanis Pasteur pour un vide-grenier solidaire. Pour y participer, il suffit de déposer 10 denrées alimentaires au profit de la banque alimentaire. À 10h, retour à la bibliothèque Louis Nucera pour les enfants de 8 à 12 ans avec l'atelier Voir l'art autrement, une initiation sensorielle pour découvrir l'art à travers le toucher, les formes et le relief. L'après-midi de 13h à 17h, place à Pâques au jardin William et Catherine Booth, un moment gratuit à partager en famille avec animation et activités pour petits et grands. Et on termine dimanche 5 avril à 16h à la Cinémathèque avec la projection du film Un prophète de Jacques Audiard, un classique du cinéma français porté notamment par Tahar Rahim à redécouvrir sur grand écran. Voilà pour les sorties du week-end à Nice, on jette maintenant un œil au ciel pour voir ce qui nous attend. Et bonne nouvelle, le soleil s'installe durablement. Aujourd'hui, une journée entièrement ensoleillée avec des températures comprises entre 12 et 18 degrés. Demain, même scénario, du soleil du matin au soir et des valeurs en légère hausse, entre 11 et 19 degrés. Samedi, le beau temps se confirme avec un ciel dégagé, des températures qui pourront atteindre 20 degrés l'après-midi. Et dimanche, on termine le week-end sous un grand soleil avec 12 à 19 degrés au thermomètre. Un week-end parfait pour profiter de l'extérieur, lunettes de soleil vivement conseillées. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci à toute l'équipe pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à Daniel Kolchanov à la régie. Enfin, merci à vous de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dès 8h30 pour une nouvelle matinale. Très belle journée à toutes et à tous sur EDJ FM.